Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 16 décembre 2024. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de ce bull market. C'est bientôt les vacances de Noël qui, à mon avis, devraient amener un sentiment plutôt positif sur les cryptos avec beaucoup de personnes en fait comme toi et moi qui vont parler des cryptos à leur entourage pendant ces fêtes de Noël et ça risque d'attirer en fait des nouvelles personnes sur ce marché, ce qui peut donner un catalyste intéressant pour une montée des cryptos. Mais pour l'instant, c'est particulièrement le Bitcoin qui s'en sort bien et on va justement faire un tour ensemble du marché, voir un petit peu ce qui pourrait se passer, faire comme d'habitude, comme on le fait chaque semaine, un petit tour des différents scénarios qui pourraient se produire, voir lesquels ont le plus de chances de se produire à mon avis, et ensuite préparer notre plan d'action par rapport à ça. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, comme d'habitude, on regarde l'analyse des indicateurs fondamentaux. Et on l'avait vu un petit peu la semaine dernière, le MVRV ratio. Donc comme d'habitude, je rappelle, le MVRV ratio, c'est le ratio qui compare la market cap réalisée, c'est-à-dire le prix auquel a été transigé chaque Bitcoin pour la dernière fois, par rapport à la market cap totale, c'est-à-dire le dernier prix du Bitcoin pour tous les Bitcoins. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment très haut et qu'on commence à consolider en fait sur cette zone qui avait fait office de résistance sur cet indicateur la dernière fois. Et là, le fait qu'on soit dans une consolidation vraiment juste en dessous de cette résistance et que ce range en fait de consolidation soit plutôt resserré, moi je pense que c'est plutôt positif parce que ça veut dire que pour l'instant, les personnes, en fait, elles sont en train de continuer à holder leur Bitcoin avec de fortes plus-values et qu'on n'est pas sur des personnes qui sont en train fortement de ressortir du Bitcoin sur ces niveaux. On peut le voir aussi sur le NUPL où lui, il n'y a pas de baisse ici, ce qui veut dire que les profits et gains non réalisés n'ont pas changé. Donc pour l'instant, on a sûrement des petites sorties de capitaux de certains investisseurs, mais somme toute, aucun de ces indicateurs n'est en train de nous donner un signe qu'il y a des fortes ventes. Je rappelle que ces indicateurs nous donnent souvent des bons signaux pour nous dire que le marché est devenu un peu trop chaud. Là, par exemple, quand l'indicateur du MVRV ratio va passer au-dessus de 3.5, ça sera un bon moment. Pour ma part, en tout cas, je vais commencer à faire du DCA pour sortir de mes positions. Donc, je vais revendre petit à petit les positions quand on sera arrivé au niveau des 3.5. Pour l'instant, on est plutôt au niveau des 2.5. Donc, il n'y a pas encore vraiment un signal de surchauffe extrême, on va dire. On peut dire que là, ça commence à bien chauffer, mais on n'est pas en surchauffe extrême sur cet indicateur. Sur le NUPL, pour moi, au niveau des 0.8, 0.9, on commence à vraiment être en forte surchauffe. Là, on est déjà bien chaud sur cet indicateur. Ça a été le premier en fait à nous donner des signaux de surchauffe sur ce marché. Et la dernière fois qu'on est arrivé dans ces signaux de surchauffe, on a eu justement une très longue stabilisation depuis le mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Là, maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer. Mais à mon avis, on est plutôt parti sur une phase relativement haussière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des baisses sur ce marché, bien entendu. Les baisses vont arriver pour justement faire dégonfler un petit peu la bulle, refaire sortir toutes les personnes qui sont arrivées un petit peu trop fort à levier. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est trop tard pour être investisseur sur ce marché. C'est complètement ok d'être trader, d'être là pour quelques semaines, quelques mois pour profiter d'un marché haussier. Par contre, à mon avis, rentrer maintenant en mode investisseur de long terme, c'est une erreur à ne pas faire. Donc si tu es en train de te mettre dans ce mindset parce que tu as justement beaucoup de personnes autour de toi qui ont commencé à faire des énormes profits, je pense que c'est une erreur de se lancer fortement sur ce marché avec ce qu'on est en train de voir en ce moment. Maintenant, si tu veux pouvoir profiter de ce marché, il va falloir t'y exposer seulement pour ce que ça a encore à donner, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, et bien sûr suivre ces indicateurs, entre autres, ou d'autres indicateurs qui te plaisent, pour te donner des signaux sur ce qui est en train de se passer sur le marché.
Maintenant, si on regarde le SOPR, donc le SOPR qui lui nous montre comment sont dépensés les bitcoins, s'ils sont dépensés à profit ou à perte, on peut voir que pour l'instant, ce n'est que des prises de profit, ce qui veut dire que tout le monde en fait est en train d'être à profit et d'encaisser des gains sur ce marché. Généralement, je pense que c'est plutôt des holders de court terme qui encaissent des gains assez rapidement. Et en fait, sur les petites périodes de baisse, ils vont justement ne pas vouloir se retrouver à perte et donc réencaisser quelques profits. Donc pour moi, là, on est vraiment sur un indicateur qui est en train de nous montrer que tout le monde étant à profit, il n'y a pas de peur sur le marché et donc il peut survenir des petits accidents pour aller ressortir tout le monde. Donc on n'est pas à l'abri, par exemple, sur Bitcoin d'un moins 10, moins 15% pour faire un petit peu peur, voire même moins 20%. Et sur les altcoins, ça pourrait même aller jusqu'à moins 40% pour vraiment liquider énormément de personnes, sachant que quand il y a trop d'euphorie et trop de personnes qui partent à levier, c'est très rentable en fait pour les personnes qui font le marché, les market makers, d'aller chercher ces poches de liquidité et de sortir tout le monde avec des liquidations. On verra ça un petit peu plus tard pour les zones de liquidation justement sur le Bitcoin. Et pour ce qu'on peut voir sur les inflows sur les exchanges, donc ça c'est les personnes qui déposent leurs bitcoins sur les exchanges. Donc, quand on dépose les bitcoins sur les exchanges, c'est plutôt parce qu'on a envie de les vendre, hein, sinon on va les conserver sur des clés Ledger, etc. Là, ce qu'on peut voir, c'est que justement, on commence à avoir une augmentation aussi des inflows de BTC sur les exchanges. Donc, on peut commencer à penser qu'il y a des personnes qui sont intéressées à vendre sur ces niveaux. Et il y a aussi une autre logique à ça, c'est que certaines personnes peuvent vouloir échanger des bitcoins contre des altcoins pour jouer une alt saison potentielle. Moi, je pense que c'est majoritairement pour sortir de position, donc plutôt des whales qui voudraient sortir de position, mais les deux cas sont possibles et sont certainement mélangés en fait dans ces inflows. Maintenant, si on regarde les holders de court terme, donc ça c'est vraiment un indicateur, moi je pense, qui est très très important à suivre. Les holders de court terme, leur moyenne d'achat est à 83 000 $. Et ça, c'était hier. Donc, tu peux voir que là, avec un prix au-dessus de 100 000 $, là on est à 106 000, 107 000 $, tu peux te dire que ces personnes-là, elles ne sont absolument pas inquiètes. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut pour une continuation de bull market. En fait, pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 83 000 $, moi je pense qu'il y a de fortes chances que les personnes restent plutôt avec un biais haussier sur le Bitcoin et donc ait un discours qui soit positif sur les crypto-monnaies et en parle autour d'eux, ce qui fait venir du nouvel argent qui va créer ce qu'on appelle l'exit liquidity. Donc quand des très gros fonds doivent sortir, il faut qu'en face, il y ait la capacité d'absorber le montant d'argent qu'ils doivent vendre. Donc par exemple, si un fonds doit vendre 1 milliard, et qui veulent essayer de faire bouger le prix le moins possible, il faut qu'en face, il y ait de la demande pour 1 milliard. Sauf que, en tant que petit porteur, pour créer cette demande de plusieurs milliards de dollars, il va falloir en fait qu'il y ait énormément de petits porteurs qui soient intéressés. Et c'est pour ça que généralement, quand il y a des vagues d'euphorie et que tout le monde se met à parler de crypto-monnaie, donc c'est pas pour rien qu'on dit quand les coiffeurs en parlent, quand les taxis en parlent, c'est parce qu'en fait ça représente bien la population générale. Et c'est pas du tout pour se moquer ou quoi que ce soit, c'est plutôt en fait juste pour dire, voilà, quand absolument tout le monde dans la population est investi dans un actif, eh ben qui c'est qui va acheter cet actif encore après? Il n'y a plus personne pour l'acheter. Et donc, la seule chose qui reste sur le marché, c'est des vendeurs. Et les vendeurs les plus malins, c'est ceux qui ont accumulé beaucoup plus bas pendant que personne ne voulait acheter et qui, eux, ont des énormes montants à devoir distribuer et qui ne peuvent le faire que quand il y a la liquidité suffisante sur le marché. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Les inflows, comme je les ai montrés juste avant sur les exchanges, peuvent être un très bon indicateur de tout ça. Pour moi, tant qu'on reste au-dessus de la moyenne d'achat des holders de court terme, c'est plutôt bon signe pour une continuation haussière. Maintenant, pour ce qui est des holders de court terme, de long terme, pardon. Les holders de long terme, eux, on peut voir qu'ils ont commencé à distribuer parce que leur prix moyen d'achat a commencé à baisser, ce qui veut dire qu'à mon avis, ils ont commencé à revendre tranquillement. Et en tous les cas, ce qui est très très clair, c'est que
Pendant cette phase, on peut voir que le ratio a encore un petit peu monté ici. Donc pendant la phase de latéralisation, il y a encore des holders de long terme qui ont continué à se positionner sur le Bitcoin. Mais depuis qu'on est sorti de cette phase, on est plutôt sur une baisse ici. Et donc ça nous indique que il n'y a absolument plus d'accumulation des holders de long terme. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo qu'à mon avis, ce n'est plus du tout un moment pour être investisseur sur les crypto-monnaies. Il faut absolument être maintenant un trader. Et si tu es un investisseur, si tu as une vue, un plan sur de multiples années, c'est complètement OK, surtout si ta moyenne d'achat est très basse, comme par exemple à 25 000 $, comme les holders de long terme. Aucun problème là-dessus, je suis complètement d'accord avec ta stratégie, garde tes bitcoins, etc. pour le plus long terme, surtout si c'est des bitcoins. Si c'est d'autres crypto-monnaies, attention, c'est des startups, ça peut être très dangereux de conserver des altcoins pendant un bear market. Les variations de prix peuvent être extrêmes et de très nombreuses crypto-monnaies ne sont jamais revenues à leur ATH. Donc fais très attention avec ça. Mais par contre, si c'est du bitcoin, moi, j'ai aucun souci avec ça personnellement. J'ai toujours une partie de Bitcoin que je vais conserver pour toute la vie, que je ne revendrai pas. Par contre, au niveau de ce qu'on peut voir ici, moi, je considère que si tu es en train de rentrer en tant qu'investisseur maintenant, c'est pas bon. Si tu veux commencer à prendre des profits sur tes investissements, parce que tu avais décidé de prendre certains profits pendant ce cycle, on est sur une bonne période pour commencer à prendre des profits tranquillement. On peut le voir, les holders de long terme commencent tranquillement à encaisser les profits et déposent les bitcoins sur les exchanges. Maintenant, si on regarde ce qu'on a au niveau des réseaux sociaux. Donc je voulais juste montrer le volume de tweets. Très bizarrement, le volume de tweets est en forte diminution et sur le Bitcoin et sur l'Ether, alors qu'on a eu une reprise haussière, donc moi j'ai trouvé ça plutôt étrange. Par contre, au niveau des vues sur les vidéos des influenceurs crypto, là on est sur une forte remontée, donc là on peut considérer qu'il y a beaucoup de public qui recommence à s'intéresser aux cryptos et qui justement veulent trouver quels sont les projets sur lesquels investir, comment il faut faire pour ouvrir des comptes, etc. etc. Donc là, clairement, regain d'intérêt de la part d'un public un peu moins averti à mon avis. Et on peut voir qu'au niveau des abonnements sur les chaînes YouTube des influenceurs, là aussi c'est plutôt en croissance. Donc là encore, un autre signe qu'il y a de l'intérêt en fait des investisseurs. Des investisseurs retail, voilà, des investisseurs un petit peu moins, qui connaissent un petit peu moins cet univers crypto. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau des recherches sur le web, ce que je trouvais qui était plutôt intéressant, en fait, c'est qu'on peut voir un petit début de rebond sur ce qui est NFT. Là, on peut le voir aussi sur OpenSea. Donc ça, c'est peut-être un narratif qui peut renaître un petit peu de ses cendres. On avait vu, je crois, il y a quelques semaines que la plateforme Blur, le token Blur, recommençait à pumper un petit peu. Donc là aussi, c'est une plateforme NFT. J'ai vu passer quelques articles de journaux sur lesquels ça disait qu'il y avait eu des records de vente qui n'avaient pas été vus depuis la période 2020-2021 sur certaines plateformes. Donc là aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ce narratif. Encore une fois, purement de façon spéculative, pas en termes d'investissement, mais plutôt juste pour en profiter pendant le temps que ça dure. Moi, c'est pas vraiment un narratif sur lequel je suis extrêmement intéressé, mais si je vois un petit trade qui passe sur un token, ça me dérangera pas de le prendre. Sur Solana, on voit qu'il y a eu des pics extrêmes en fait de recherche Google, et donc là, ça nous montre que peut-être ce narratif commence à s'épuiser légèrement, et il faut faire attention avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, justement, c'est une plateforme, je pense que c'est une blockchain qui peut attirer en fait beaucoup de nouveaux entrants parce que le token n'est pas encore trop dispendieux et en plus tous les mêmes coins sont développés dessus. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer là-dessus, mais par contre, ça attirera forcément des personnes qui vont être des personnes beaucoup moins solides. Donc quand il va y avoir des phases de panique, ces personnes-là risquent de dumper beaucoup plus rapidement leur token en panique. Maintenant,
on peut voir que les Memecoin, c'est exactement la même chose. Donc moi, je pense que Memecoin et Solana, c'est en train de se mélanger un petit peu parce que les Memecoin, il y en a beaucoup qui sont développés sur Solana et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été très friands de Memecoin, vu que les Memecoin ont extrêmement bien performé. Tout cette pump a attiré le nouvel argent là-dedans et je pense qu'on commence à voir en fait une forme d'épuisement sur ce narratif-là. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Encore une fois, ça peut repartir et ça peut aller beaucoup plus haut que ce qu'on pense, mais je pense qu'il faut commencer à faire preuve de beaucoup plus de prudence. Maintenant, sur le Fear and Greed Index, on peut voir que le greed est extrême. On est sur le niveau des 87. On a passé le mois dernier au niveau des 90. Donc là, on est vraiment sur des niveaux extrêmes. Et ce ne serait pas étonnant de voir des retracements qui vont se profiler. Je ne sais pas quand. À mon avis, ça peut encore un petit peu monter. Puis d'un coup, quand on ne va pas s'y attendre, justement, quand on va tous être complaisants, qu'on n'aura plus peur, qu'on sera tous en mode, même limite en souffrance de ne pas être pleinement investi si on n'est plus pleinement investi, ou encore pire, tu as revendu une partie pour prendre des profits, et là tu vois que ça continue à monter, à monter, à monter, et ça te fait douter, et puis tu remets ta cartouche, et je pense que c'est quand il va y avoir cette forme de complaisance, de FOMO, de mix d'émotions, qui va tous nous faire des erreurs en fait de jugement, que le marché va aller chercher toute cette liquidité qu'il y aura un petit peu plus au sud. Je suis convaincu que comme dans tous les bull markets, on aura des phases correctives. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais en tout cas, là, le niveau de grid est extrême, et donc pour moi, ça veut dire, hop, on active un petit peu plus de prudence. Maintenant, au niveau des ETF, tout est au vert, donc là, il n'y a rien à signaler là-dessus. On est toujours en accumulation sur les ETF, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur Bybit, les accumulations sont toujours très très croissantes. Et il faut savoir que Bybit, il y a beaucoup en fait d'investisseurs institutionnels qui se mettent dessus. Donc là, c'est plutôt, ça donne plutôt confiance en fait cette information-là. Qu'il y a de l'accumulation par des personnes qui ont une vision un petit peu plus rationnelle du marché. Maintenant, si on regarde sur Ethereum, moi je trouve que là c'est vraiment très très impressionnant en fait ce qui se passe sur Ether. Si tu regardes le 12 décembre ici, on a eu 71 000 Ethers qui ont été accumulés par les ETF. Et en fait là, c'est à une croissance de plus de 100 000, voire 200 000 Ethers par semaine qui sont en train d'être accumulés par les ETF. Je rappelle que ça, là, le mois dernier, on était en dessous de 100 000 Ethers. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, mais là, ça commence à être vraiment explosif, cette accumulation. Je ne sais pas ce que les institutionnels ont derrière la tête avec ça, mais clairement, il y a eu un shift. Au début, les ETF sur l'Ethereum, c'était un vrai flop. J'en ai parlé pendant très longtemps. On regardait justement les inflows depuis le début, depuis le listing. Et là, vraiment, ça fait un mois et demi que ça a complètement changé. Je t'avais parlé dès le moment où il y a eu les premiers inflows qui avaient été intéressants, que j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et là, on a clairement une dynamique qui a complètement changé sur les accumulations, sans que le prix de l'Ether se soit complètement envolé. Bien sûr, il a été en croissance, mais on n'est pas du tout encore en train de dépasser les ATH, etc. Et pourtant, l'accumulation est extrêmement forte. Donc, à mon avis, il y a un plan qui est en train de se dessiner derrière ça. Ether risque d'avoir son moment. Et c'est pas le moment, en tout cas, d'être trop bearish sur Ether quand on voit ça. Sur le marché chinois, on peut voir que globalement, il y a eu quelques accumulations, mais qu'on n'est pas sur un marché très très actif pour les crypto-monnaies. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est pas vraiment quelque chose que dont je vais tenir compte comme étant significatif. Maintenant, au niveau des liquidations. Alors, les liquidations, c'est ce dont je t'ai parlé. On a vu que quand les gens commençaient à devenir un petit peu mongols, là, qu'ils ont envie d'appuyer sur le bouton, qui sont en mode FOMO, c'est là que ça devient plus risqué. Parce que, bien entendu, y a quoi de mieux pour être riche vite que d'acheter à levier.
pour être sûr de multiplier son gain par 100 parce que c'est sûr que les crypto-monnaies vont monter. Le problème avec ça, c'est que quand ça se retourne contre toi, eh bien, il suffit, si tu as un levier x100, il suffit d'une baisse de 1% pour que tu sois liquidé. Donc ça peut aller très 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 vite sur les crypto-monnaies. Le problème, c'est que les personnes qui ne sont pas initiées dans ces marchés peuvent justement avoir très facilement des réactions émotionnelles et se mettre extrêmement à risque. Et là, tu vois, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà des accumulations juste ici au niveau des 105 000 qui ont des bonnes chances d'être cherchées. Et puis un petit peu plus au sud, au niveau des 102 000, on a une autre zone de liquidation si on se met sur 24 heures. Maintenant, si on regarde ça sur la semaine, là, tu peux voir que en fait, on a été chercher à peu près tout ce qu'il y avait au nord, donc il y en a encore un petit peu qui est en train de se construire, mais vraiment au sud, en fait, au niveau des 98 000, là, il y a quand même des liquidations de 250 millions qui sont en train d'être accumulées sur ces niveaux, donc ce serait pas du tout déconnant en fait d'avoir ne serait-ce qu'une petite mèche pour aller retrouver les 98 000 et liquider toute cette poche de liquidation. Maintenant, si on regarde sur le mois, là, tu peux voir que clairement, on a encore jusqu'aux 120 000 un petit peu de fuel. Donc, au fur et à mesure, il y a des personnes qui se mettent à shorter ce marché. Moi, je ne comprends pas ça. Personnellement, dans un bull market, je pense que la pire des erreurs, c'est d'ouvrir des shorts. Il faut vraiment attendre d'avoir un retournement de tendance sur un niveau macro comme le weekly pour pouvoir se permettre de commencer à ouvrir des shorts. Et même moi, personnellement, je ne suis pas du tout à l'aise avec cet exercice. En 2022, j'ai essayé de shorter plusieurs fois. En day trading, ça peut passer, mais en swing, c'est horrible en fait. Les mèches sont d'une amplitude qui est vraiment intense et c'est très facile de se faire découper. Donc personnellement, c'est pas un exercice avec lequel je suis à l'aise, mais il y a des personnes qui y arrivent très bien, donc je dis pas que c'est impossible, mais par contre, ce que je te garantis, c'est que de le faire pendant des phases fortement haussières, ça peut faire très 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 mal au portefeuille, ça peut coûter très cher, donc mieux vaut accompagner la tendance à mon avis, et le mieux c'est de le faire en spot, surtout si tu as un capital plutôt intéressant qui peut déjà fortement fructifier en faisant simplement un 10%. Là, ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a des petites accumulations au sud au niveau des 89 000 $. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et après, beaucoup plus bas au niveau des 72 000. Mais ça, personnellement, j'y crois beaucoup moins parce que si on veut justement garder ce marché dans un état un petit peu de confiance, il ne va pas falloir aller chercher trop bas. Donc je pense que pour l'instant, la zone des 100 000, on n'est pas encore totalement habitué et c'est ok de retourner aux 90 000, 89 000. Mais par contre, retourner aux 72 000 et refaire un retest de l'ATH précédent, je pense que ça, ce serait un coup dur en fait pour les investisseurs et ça refroidirait beaucoup de monde d'y aller. Sachant que les personnes qui ont des exchanges, les personnes qui sont des investisseurs institutionnels qui veulent créer de la liquidité plus haut pour pouvoir revendre, ils ont plutôt intérêt à avoir justement une forme d'excitation qui se crée. Donc c'est un scénario qui est possible, je ne l'écarte pas, je dis juste qu'il est moins probable que d'autres scénarios. Ensuite, si on regarde les Google Trends, on peut voir qu'on continue à être sur des niveaux de recherche qui sont assez élevés et pour le Bitcoin et pour les cryptos. Par contre, sur l'Ether, on n'est pas encore très très élevé et c'est là où on a repéré qu'il y avait potentiellement quelque chose qui était en train de se passer à travers les ETF. C'est un peu un des seuls signaux que j'ai sur l'Ether, mis à part les graphiques. Donc il faudra bien sûr essayer de confirmer avec d'autres choses si possible. Maintenant, si on regarde la Bitcoin dominance, la Bitcoin dominance a bien rebondi, donc on a eu une petite phase d'alt saison pendant que le Bitcoin a stagné sous les 100 000 et puis a essayé de casser les 100 000 mais on n'était pas trop sûr. Là, clairement, on a eu une vraie phase haussière sur les altcoins avec certaines alts qui ont très très bien performé. Moi, mon petit portefeuille d'alt, mine de rien, il y en a quelques-unes qui sont déjà allées à leur premier TP, donc j'ai pu commencer à sortir un petit peu de l'argent du marché sur certaines alts. Et là, on est sur plutôt une phase de correction sur de nombreuses alts
et le BTC qui lui repart à la hausse, avec la dominance qui repart à la hausse, et donc ça nous montre que en fait le gros argent pour l'instant il est toujours attiré par le Bitcoin. Donc pour l'instant on va continuer à surveiller la dominance. Moi je pense qu'il y a deux scénarios qui peuvent se passer ici. Soit on va faire un rebond pour venir retester à peu près le niveau des 60 de dominance, pour petit à petit redescendre et repasser en fait dans une haute saison, ce qui pourrait prendre un petit peu de temps, hein, on pourrait stagner là pendant un petit moment et redescendre, ou alors le Bitcoin va repasser en fait en tendance haussière contre toutes les altes, et on va venir tester ce niveau des 64% de dominance qui me paraît être un des très très gros niveaux, et puis un petit peu plus au niveau des 70, ça serait aussi une possibilité. Personnellement j'y crois un petit peu moins, parce que je pense que à la période dans laquelle on est de ce cycle, il y a de fortes chances en fait que les altcoins doivent commencer à créer leur cycle de performance. Donc moi je pense qu'une petite surperformance du Bitcoin pendant quelques semaines, le temps de rincer un petit peu le sentiment sur les altcoins et puis refaire pomper les altcoins, ça serait un des scénarios qui serait plus probable à mon avis. Maintenant, si on regarde un petit peu le graphique du Bitcoin en weekly, on peut voir que le Bitcoin a vraiment repris sa dynamique haussière. Donc là, finalement, la stagnation, elle n'a vraiment pas duré très longtemps, 2 semaines, et on est déjà reparti à la hausse, et chaque semaine, on fait des nouveaux ATH. Donc pour l'instant, découverte de prix, on ne sait pas où c'est que ça peut s'arrêter. Pour l'instant, le prochain chiffre rond psychologique, c'est les 110 000 $, donc de très fortes chances d'aller faire un test des 110 000, et puis un petit peu plus si affinité par la suite. Moi j'ai une target de prix déjà dans les 127 000 $, donc en toute transparence je te le dis, sur les 127 000 je vais décharger une partie de mes bitcoins. C'est à mon avis un prix qui sera un assez fair price pour la période dans laquelle on est. J'aurais préféré avoir une consolidation un petit peu plus longue sur cette zone, qui, à mon avis, aurait permis une meilleure construction du prix par palier, mais c'est pas ce qu'on a et il faut faire avec. Donc je pense que dans la zone des 127 000, c'était déjà une zone sur laquelle je voulais décharger, donc ça ne change rien à ce niveau-là, mais je vais augmenter légèrement le pourcentage que je vais décharger, parce que je pense que le risque s'accroît avec le fait qu'on n'ait pas des très longues consolidations. Par contre, un des aspects positifs, c'est que ça permet justement de donner confiance aux gens et de faire FOMO des nouvelles personnes qui voulaient un retracement et qui finalement n'ont pas le retracement qu'ils escomptaient. Si on regarde maintenant un petit peu en daily, on peut bien voir le range qu'on avait, qui était bien défini ici. Donc on va se mettre une borne de range ici. On avait consolidé un petit peu en dessous, on a fait des mèches qui sont venues piéger tout le monde. Ici, on a fait un genre de fake-out qui finalement n'a pas été tant un fake-out que ça, parce qu'on a repris dès 2 jours après et on a fait un réel breakout. Et pour l'instant, on est complètement en découverte de prix, donc on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Maintenant, on peut regarder l'Ether contre le BTC. Donc l'Ether contre le BTC, je t'avais dit la semaine dernière qu'on est venu retester en fait cette zone de résistance majeure. Et cette zone de résistance, il va falloir vraiment la casser si on veut pouvoir reprendre une tendance haussière sur l'Ether. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Comme tu peux voir, c'est une zone qui a été très importante, qui a été testée de nombreuses fois, une fois ici, une fois ici. Ensuite, quand elle a cassé, elle a fait résistance ici, 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 ici. Et puis là, de nouveau, elle avait fait support une fois ici, et puis elle a tenu un petit peu le prix, et là maintenant, ça fait 2 fois qu'elle fait résistance. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi, je pense qu'il y a des bonnes chances de revenir au moins tester le haut de ce canal baissier. Donc ça nous ferait une bonne performance contre le Bitcoin d'à peu près, à l'heure d'aujourd'hui, de 22% contre le Bitcoin, donc ce ne serait pas négligeable. On va voir si en plus le Bitcoin part à 120, 130, 140 et que Ether fait 20% de mieux que le Bitcoin, ça pourrait être très appréciable dans les portefeuilles. Donc ça reste quelque chose qu'il va falloir constater pour l'instant. Tant que cette zone de résistance n'est pas cassée,
Pour moi, l'Ether, ça doit rester second, c'est-à-dire on en garde dans le portefeuille. Personnellement, j'en ai une bonne portion dans mon portefeuille, mais je ne vais pas me surpondérer en Ether par rapport au Bitcoin tant que je n'ai pas eu ce signal. Et d'ailleurs, pour moi, ce sera aussi un très bon signal pour les altcoins, parce que ça voudrait dire que le king des altcoins commence à regagner de la performance et donc ouvre la voie pour les autres alts. Il faut aussi bien sûr considérer Solana, puisque maintenant Solana a quand même pris une très grosse part de marché dans le marché des crypto-monnaies. Si on regarde l'Ether contre l'USD, donc là on est vraiment sur une résistance majeure. Tu peux voir que ça a été testé une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, et là on est à la 5e fois que c'est testé. Donc cet endroit-là, ça ne va pas être facile à percer. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps et on va devoir vraiment avoir un vrai breakout ici. Pour moi, le fait qu'on soit en train de consolider, donc là on va descendre en daily, le fait qu'on soit en train de consolider, de faire pression ici, qu'on ne soit pas redescendu plus bas sur ce retracement et qu'on soit déjà en train de réattaquer, c'est plutôt positif. Ça montre que les bulls ont une vraie volonté de dépasser cette résistance. Mais, encore une fois, tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas besoin vraiment de s'exciter. On peut voir d'ailleurs que les volumes sont en forte diminution. Donc ça, c'est plutôt ce qui se passe quand on est dans un range. Et donc, tant qu'on n'aura pas une reprise des volumes avec une hausse, moi je considère qu'on n'est pas encore sorti d'affaire pour le breakout, et ça c'est plutôt pour l'instant, on peut dire un niveau de vente en fait, quand on est sur une résistance majeure comme ça. Pour des personnes qui ont accumulé des Ethers pendant toute cette phase là, tu t'imagines bien que eux ils sont déjà avec un très très joli multiple. Imaginons, ils en ont acheté à la moitié, à une moyenne d'achat qui est à la moitié de ce range-là. Bon, ils sont déjà à 53% de profit. Donc pour certains types de portefeuilles, ça peut être déjà intéressant de commencer à ressortir un petit peu des profits. Pourtant, c'est pas pour autant que je suis bear sur l'Ether. Comme je l'ai montré par rapport au graphique qu'on a regardé avant sur les ETF, il y a des très fortes accumulations d'Ether sur les ETF, donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire un breakout ici. Mais à mon avis, il faut quand même rester un petit peu serein et savoir où on en est. Quand on est sur une zone de résistance majeure comme ça, le but, ça va plutôt être d'essayer d'acheter le support qui est en dessous. Donc si on peut racheter ce support ici, c'est génial. Sinon, si on n'a pas le choix, acheter les breakouts. Bien entendu, encore une fois, en trading. Moi, je ne parle plus ici d'investissement. Je pense que j'ai été clair là-dessus. On n'est plus dans la phase investisseur. Pour ce qui est des alts, je voulais te présenter aujourd'hui STX contre le BTC. Donc si je le mets en weekly, en fait, ce que je trouve intéressant avec STX, c'est qu'il nous a fait auparavant plusieurs fois ce pattern de on a un gros dump, on commence à avoir une latéralisation, mais d'un coup, il repart à la hausse. Et là, c'était pareil, gros dump, on commence à avoir une latéralisation, il repart à la hausse. Et là, on a cette latéralisation qui a été effective, qui est à peu près de la même durée que les autres fois. Et on pourrait réavoir de la performance contre le Bitcoin, sachant que STX, c'est en fait une blockchain qui permet de développer des smart contracts sur Bitcoin complètement sécurisés par la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que toutes les transactions qui seront effectuées dans les smart contracts de cette blockchain seront enregistrées dans le layer 1 Bitcoin avec un hash qui sera directement dans la blockchain Bitcoin, ce qui permettra en fait de profiter de la sécurité de Bitcoin tout en ayant la possibilité de développer des smart contracts et des applications décentralisées. Donc je pense qu'ils ont un projet intéressant qui se développe sur Bitcoin, Bitcoin qui a à mon avis beaucoup plus d'intérêt institutionnel, et donc si on peut développer des applications directement sur Bitcoin pour les institutionnels, ça peut être beaucoup plus intéressant en fait de faire ça. Donc je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont intéressants et un graphique qui commence à nous montrer un pattern qu'on a déjà connu par le passé et qui pourrait se reproduire par la suite. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal technique, mais un breakout en fait au-dessus de cette zone de résistance que j'ai encadrée ici pourrait déjà être un très très beau signal pour éventuellement déjà revenir jusqu'à cette zone-là. Donc ça nous ferait un bon 80% à mon avis.
Voilà, si on regarde ici, voilà, 78%. Donc, à mon avis, un trade pas dégueulasse à prendre sur STX quand le signal sera donné. Ensuite, on a AVAX contre le BTC, donc lui, il a fait un très très joli W bottom ici en weekly, et on commence déjà à attaquer la première zone de résistance. C'est une blockchain qui avait beaucoup fait parler d'elle au précédent cycle, mais là, je pense qu'elle commence à avoir bien rincé ses investisseurs. Donc, pourquoi pas, je ne serai pas non plus quelqu'un qui va le garder en pensant que ça va revenir jusqu'à la lune, mais pourquoi pas un trade jusqu'à cette zone de résistance ici qu'on avait déjà revisité, ça fait 120%, c'est pas inintéressant. Là, on fait un retest de la ligne de coup de ce W bottom, donc pourquoi pas, ici, ça peut être intéressant de se positionner. Et Sol contre le BTC, donc lui, je voulais le montrer parce que en fait, déjà, on a un signal sur le Z-score. Donc, si tu ne connais pas le Z-score, c'est un indicateur que j'ai codé qui permet en fait de faire essentiellement comme des bandes de Bollinger. Sauf que là, tu peux le voir directement sur le graphique et tu peux le programmer un petit peu comme tu veux pour qu'il te donne des signaux. Et en fait, il va te donner un background vert ici quand on arrive en dessous de 2 écarts types sur l'unité de temps que tu es en train de regarder. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on est en dessous de 2 écarts types sur le Sol contre BTC en weekly, ce qui arrive très très rarement et qui est un très très fort signal. Et en plus, ça arrive sur une zone ici, qui est une zone qui a été très fortement travaillée et qui a de très bonnes chances de faire un rebond. Donc là, il y a potentiellement déjà un petit swing à prendre. Maintenant, si on regarde en daily, on va pouvoir se rendre compte que le Z-score, ce n'est pas un indicateur magique. Hein. Attention, c'est un indicateur qu'il faut bien sûr coupler avec le reste de l'analyse technique, donc déjà des zones de support et résistance, mais là, on peut voir qu'on est sur une zone de support majeur, donc ça, c'est intéressant. C'est 2 choses qui sont couplées, et un pattern de prix. Donc une fois qu'on aura par exemple un petit W bottom ici, ou une bougie, une avalanche haussière, ou quoi que ce soit, le type de pattern que tu as envie de voir, auquel tu es habitué. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que à chaque fois que ce signal a été donné, on était proche en fait d'un bottom en daily. Donc là, par exemple, on a eu le signal, on a dû attendre un petit peu pour avoir le pattern qui se dessine, mais on était sur une très très bonne zone pour acheter. Là, ici, encore une fois, sur cette mèche d'exagération, on a eu le premier signal. Pareil, on a eu une bonne reprise haussière. Ici aussi, on a eu le signal, pareil, une bonne reprise haussière. Et ici, on a eu le signal. Et là, on a eu une petite reprise haussière, mais on peut voir que ça n'avait pas été aussi clair que les fois précédentes. Donc dans ce range, il a plutôt bien fonctionné. Et là, tu vois, on a déjà eu un premier signal ici où on a eu un tout petit rebond. Et là, on a une deuxième fois ce signal, cette fois-ci sur une zone de support majeur. Donc à mon avis, plutôt intéressant à tenir à l'œil, sachant que Sol, c'est quand même une des altes qui peut vraiment attirer beaucoup le public. Et que là, on est déjà sur un retracement Sol contre BTC de 26%. Donc ça commence déjà, à mon avis, à avoir fait son petit effet de liquidation. Voilà, comme d'habitude, j'espère que je t'ai été utile avec cette analyse. Ça sera probablement la dernière avant les fêtes de Noël, parce que pendant les fêtes, je vais prendre un petit congé pour pouvoir partir un petit peu en vacances. Mais bien sûr, on aura quand même une petite vidéo pendant cette période où je vais te faire un récapitulatif de l'année pour remercier bien sûr tous les abonnés et pour parler un petit peu de ce qui s'en vient l'année prochaine sur la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, eh ben, laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!